Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Chezeville à l'antenne. Je suis ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Dans mon émission de la semaine dernière, j'évoquais les élections présidentielles qui venaient de se dérouler dans 3 pays d'Afrique francophone, à savoir le Bénin, Djibouti et le Tchad. L'actualité me contraint à reparler aujourd'hui de ce dernier pays, le Tchad. Ma routine matinale quotidienne consiste à écouter, avant même de me lever, le journal Afrique de Radio France Internationale. Cela me permet de suivre l'actualité de ce continent où j'ai passé 24 années de ma vie. Les autres grands médias français laissent peu de place à l'actualité africaine, et c'est donc RFI qui me permet au quotidien de rester en phase avec l'évolution des pays qui me sont chers. Je n'oublierai jamais la matinée du mardi 20 avril. L'un des principaux titres du journal Afrique de RFI était l'annonce de la réélection triomphale d'Idriss Déby, au pouvoir depuis 31 années, pour un nouveau mandat de 6 années, avec près de 80% des suffrages exprimés. Le correspondant de RFI évoquait les célébrations de la veille au soir au siège du parti présidentiel, N'Djamena, à l'annonce de ce résultat, qui n'avait pourtant rien d'inattendu, puisque tous les poids lourds de l'opposition s'étaient retirés de la course bien avant le jour du scrutin. Un détail anodin, cependant, m'intrigua. L'absence de prise de parole du grand vainqueur de cette élection, le président Idriss Déby. Quelques heures plus tard, j'eus l'explication de ce surprenant silence. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby, n'était plus de ce monde. La veille, il avait été grièvement blessé alors qu'il s'était rendu auprès de ses troupes qui faisaient face à une colonne de rebelles armés venus de Libye. C'est du moins ce que l'on a dit dans la version officielle. Selon l'annonce faite à la télévision d'État, au milieu de la matinée de mardi, le président aurait été évacué vers un hôpital de la capitale N'Djamena, où il aurait succombé à ses blessures en début de matinée, ce même mardi. D'autres rumeurs officieuses indiquent qu'en fait, la veille au soir, il était déjà décédé. Un peu plus tard dans la matinée, un communiqué officiel annonçait que le Parlement et le gouvernement étaient dissous et que la Constitution était suspendue. Le processus constitutionnel de succession à la tête de l'État ne serait donc pas appliqué. Normalement, le président du Sénat aurait dû assurer l'intérim jusqu'à l'annonce du résultat de la nouvelle élection présidentielle qui aurait dû être rapidement organisée. Ce ne sera donc pas le cas. Il a été annoncé qu'un comité militaire de 15 membres, présidé par le fils du défunt président, dirigerait le Tchad pendant une période de 18 mois jusqu'à la tenue d'hypothétiques élections présidentielles annoncées comme démocratiques. Au terme de cette échéance, de nouvelles élections seraient donc organisées. Dans mon émission de la semaine dernière, je qualifiais de mascarade la récente élection présidentielle tchadienne. Les faits m'ont tragiquement donné raison. Et la mascarade se poursuit, puisque la constitution qui avait pourtant été concoctée par le régime d'Idriss Déby ne sera pas appliquée et que, de manière dynastique, c'est un fils du défunt qui assume à présent le pouvoir. Quelques mots sur ce fils, né en 1983. Il a donc 38 ans et il était devenu général 4 étoiles à 37 ans. Une particularité concernant ce fils, son père, le président Idriss Déby, était membre de l'ethnie Zaghawa. Or,
ce fils, par sa mère, est aussi Goran. Alors je ne vais pas rentrer dans une longue explication ethnique, mais les Agawa, c'est une toute petite ethnie très minoritaire qui vit aux confins du Darfour et qui est d'ailleurs surtout présente au Darfour soudanais. Tandis que les Goran sont une ethnie beaucoup plus importante numériquement qui vit dans le nord du Tchad, au Tibesti. Et que les deux groupes ne s'apprécient guère. Ce qui laisse présager des problèmes au sein même de la famille du défunt président. Certains membres Zagawa auront du mal à accepter que ce qu'ils appellent un Goran se retrouve maintenant à la tête du pays. Je ferme la parenthèse ethnique. Dans ma dernière émission, je n'avais pas évoqué la dernière incursion en date d'un groupe armé, dont j'étais pourtant déjà au courant. Il est toujours difficile d'être suffisamment bref et clair lorsque l'on parle d'un sujet compliqué dans le cadre d'une émission limitée à une vingtaine de minutes. Et la semaine dernière, il m'avait fallu décrire la situation dans 3 pays bien différents. Pour ce qui est du Tchad, je m'étais limité à mentionner le fait que ce vaste pays était coutumier, depuis les années 60, des rébellions armées, des invasions venues de l'extérieur et des prises de pouvoir par les armes. Le président Idriss Déby lui-même n'était-il pas parvenu au pouvoir en prenant la tête d'une colonne armée formée au Darfour, c'est-à-dire au Soudan, qui avait parcouru en un temps record les 1000 kilomètres séparant la frontière soudanaise de la capitale N'Djamena. C'était en décembre 1990 et tout cela avait été minutieusement préparé en collaboration, il faut le dire, avec la DGSE française qui trouvait le président Hissène Habré de plus en plus encombrant, surtout depuis qu'il s'était fortement rapproché des États-Unis. Depuis, le scénario s'est plusieurs fois répété. D'autres colonnes armées, faites de véhicules 4x4 Toyota surmontés de mitrailleuses, avaient à leur tour foncé sur la capitale depuis le Soudan. Toutes avaient finalement été défaites. Le 2 février 2008, l'une d'elles avait cependant réussi à entrer à N'Djamena et à cerner le palais présidentiel. Idriss Déby avait dû le défendre les armes à la main. L'homme était un guerrier, un combattant, et il avait refusé l'offre de Paris d'être exfiltré par l'armée française, pourtant présente dans un vaste camp militaire aux abords de l'aéroport. Certes, l'aviation française était malgré tout intervenue pour mettre les rebelles en déroute, mais le courage physique d'Idriss Déby ne peut pas être minimisé. Cependant, lorsque je pense à Idriss Déby et au bilan de son long règne de 31 ans sur le Tchad, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour les victimes de son régime. Je pense en particulier à Ibni Oumar Mahamat Saleh, secrétaire général du Parti pour les libertés et la démocratie et porte-parole de l'opposition, arrêté durant la bataille de N'Djamena de février 2008 et dont, 13 ans plus tard, on est toujours sans nouvelles. Je pense aussi au gaspillage des revenus générés par le pétrole, exploité dans le sud du pays depuis 2003, dont seule une faible partie a été investie dans le développement et surtout dans l'éducation. J'ouvre une parenthèse pour rappeler que le Tchad occupe la 184e position dans le classement de l'index de développement humain. Selon les estimations de 2016, seuls 22,3% des Tchadiens de plus de 15 ans savent lire ou écrire en français ou en arabe. Ce taux d'alphabétisation tombe même à 14% pour ce qui est des femmes. Plus de 47% de la population qui s'élève aujourd'hui à 17 millions d'habitants a moins de 15 ans. Et le taux de fécondité est de 6,08 enfants par femme. L'espérance de vie à la naissance n'est que de 51 ans. Dans un tel contexte, il est particulièrement choquant de voir la quasi-totalité
des postes clés de l'administration, de l'économie et surtout de l'armée et des organes de sécurité être occupés par des membres de la famille, de l'ethnie du défunt président, pourtant ultra-minoritaire, ou de sa clientèle. On peut voir cette élite circuler avec arrogance dans des véhicules 4x4 dernier cri aux vitres teintées dans les grandes artères de N'Djamena. Mais quand je pense au défunt président, je pense aussi à tous ces soldats tchadiens, tombés loin de chez eux, au Mali ou au Niger, voire même au Burkina Faso, dans le cadre de l'opération Barkhane dirigée par la France pour lutter contre les groupes terroristes djihadistes. Oui, pour la France, le Tchad et son armée constituent un élément clé du dispositif militaire mis en place au Sahel depuis 2013. Le quartier général de Barkhane est d'ailleurs installé à N'Djamena. Nul doute que Paris surveille l'évolution de la situation au Tchad avec la plus grande attention et que la mort d'Idriss Déby constitue pour les autorités françaises une grande perte. Mais il est particulièrement choquant de voir la diplomatie française avaliser la prise de pouvoir par le groupe de militaires dirigé par le fils du défunt, alors qu'elle n'a pas de mots assez durs pour condamner d'autres coups de force ailleurs dans le monde. En conclusion, je citerai l'adage bien connu « Qui vit par l'épée périra par l'épée ». Cet adage semble parfaitement s'appliquer à l'événement qui vient de frapper le Tchad, pays où j'ai vécu plusieurs années entre 2010 et 2013. Mes pensées vont en premier lieu au peuple du Tchad, qui aspire avant tout à la paix, à la stabilité, au développement, à l'éducation et à la liberté. Après ce bref intermède musical tchadien, je voudrais, en seconde partie de cette émission, reparler de la commémoration du génocide arménien de 1915. Rappelons que cette commémoration est devenue, en 2019, une commémoration nationale en France. Depuis longtemps, le génocide arménien est célébré le 24 avril dans de nombreux pays du monde, sauf bien sûr en Turquie, qui continue à nier envers et contre tout la réalité même de ce génocide qui fit 1,5 million de victimes. La date du 24 avril a été retenue car c'est en ce jour du 24 avril 1915 que l'élite intellectuelle arménienne avait été raflée à Constantinople avant d'être sommairement exécutée, signe avant-coureur d'un génocide qui devait s'étendre à l'ensemble des provinces de l'Empire ottoman. Dans de nombreuses grandes villes de France, cette commémoration aura lieu en présence des préfets, maires, députés et autres élus. Pas en Corse. C'est du moins la décision prise par la préfecture. Notre association, l'association d'amitié Corse-Arménie,
avait sollicité l'autorisation du préfet de Haute-Corse pour qu'une sobre cérémonie soit organisée devant le monument aux morts de Bastia. Le 19 avril, alors que la gerbe était déjà commandée, les services de la préfecture ont informé la mairie de Bastia de leur refus d'autoriser la dite cérémonie. Notre association proteste énergiquement contre le refus du préfet de Haute-Corse d'autoriser la cérémonie prévue le 24 avril au monument aux morts de Bastia. Une telle cérémonie, sobre et digne, n'aurait nullement enfreint les règles sanitaires relatives au Covid-19. Nous avons fait part de notre indignation au quotidien Corse Matin, qui s'en est d'ailleurs fait l'écho dans un très bel article paru dans son édition du 20 avril. Monsieur le préfet, il n'est pas trop tard pour revenir sur votre décision. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour demander au préfet pourquoi ce qui est autorisé à Marseille, à Paris ou à Alfortville ne l'est pas à Bastia. La loi, les règles de sécurité ou la réglementation sanitaire seraient-elles différentes dans notre île de celles qui sont en vigueur en France continentale? Les membres de notre association seront malgré tout présents samedi 24 avril à 10 h devant le monument aux morts de Bastia et nous y respecterons 1 minute de silence. Nous ne pourrons pas, malheureusement, déposer la gerbe prévue puisque la grille du monument sera verrouillée. Nous associerons dans nos pensées et nos prières les soldats bastiais et corses, tombés en cette terrible année 1915 aux Dardanelles, alors même que le génocide était en train d'être perpétré. Nous penserons également à ces milliers de jeunes Arméniens, d'Arménie et d'Artsakh, dont beaucoup avaient moins de 20 ans, tués durant la guerre de 44 jours de septembre-novembre 2020 déclenchée par l'Azerbaïdjan. Nous penserons aussi aux centaines d'autres, mutilés, blessés, ou même encore prisonniers de guerre en Azerbaïdjan. Dans un tel contexte, le refus d'autoriser la cérémonie est particulièrement choquante. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices, ce que je tenais à dire au sujet de cette commémoration. Pour ma part, je serai présent samedi devant le monument aux morts à 10 h. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Yes.